Fait que j'étais très concentré sur l'argent, puis j'avais pas beaucoup de repères moraux. Fait que le résultat, c'est que je me mets à vendre de la drogue en secondaire 4. Wow. Fait que je me mets à vendre du weed. Ça fonctionne bien, mais je me mets à en fumer. Fait que c'est moins rentable. Exact. Je me fais offrir une opportunité de vendre du crack au centre-ville. Ouf, la drogue dure. OK. Avant toi, j'avais quelqu'un d'autre, mais lui, il a annulé à cause de la tempête de neige. Fait que là, de te voir aujourd'hui, malgré la tempête de neige, Yes. t'as bravé pour être là, c'est super, j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'appelle Emmanuel Ouellette. Mes amis m'appellent Manny. Manny. Je suis un étudiant pour le ministère, donc je fais de l'évangélisme. C'est un petit peu comme ça que les gens me connaissent sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une compagnie, Trompette Média, qui fait de la promotion puis de la gestion de réseaux sociaux pour des différents clients. C'est génial. Et là, effectivement, moi, quand j'ai été voir tes réseaux sociaux, ce que tu faisais, ce qui m'a charmé, si je peux dire ça comme ça, c'est tout ton passé, ton background. T'en parles dans plusieurs de tes vidéos. Est-ce que tu es à l'aise aujourd'hui de nous en parler un peu? Absolument, oui. Ouais. Vas-y, dis-moi, parle-nous-en un peu. Où est-ce que je commence? Enfance un petit peu difficile, donc parents séparés qui n'ont jamais été mariés, relations, en tout cas, difficiles dès le départ. Ma mère, mon père n'est pas tant intéressé, elle essaye de garder mon père, ça ne fonctionne pas. Oh. Elle a 20 ans, elle est pognée avec un enfant. Elle m'élève du mieux qu'elle peut, mais elle a des difficultés, problèmes de santé mentale, problèmes de consommation de drogue. Elle vend des intox quand j'ai 2 ans. Tu sais, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour essayer comme de s'en sortir. Tu sais, à mesure que je vieillis, je réalise à quel point ce qu'elle a fait, c'est comme incroyable à l'âge où elle l'a fait. Tu sais, j'ai 41 ans maintenant, puis j'ai pas d'enfants, mais je me dis, si j'avais des enfants, comment je le gérerais, puis tout ça, tu sais, puis de me dire à 20 ans, seule avec un petit garçon, je sais pas comment elle faisait, tu sais. Fait que j'ai grandi dans cet environnement-là, c'est assez difficile. Quartier un petit peu difficile aussi, tu sais. T'as grandi où? Un petit peu partout à Montréal, Hochelaga, Maisonneuve, Myland, à l'époque où le Myland n'était pas ce qu'il est maintenant. Parkex, un petit peu au centre-ville, le centre-sud, Verdun. J'ai fait le calcul à un moment donné. Je pense que j'ai eu 18 adresses dans comme mes 16 premières années. Là, fait que, déménagement fréquent, beaucoup de difficultés comme ça. Puis ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'en suis venu à me réconforter, d'utiliser ça comme réconfort pour justifier ce que je faisais, tu sais. Fait que j'étais très concentré sur l'argent, puis j'avais pas beaucoup de repères moraux. Fait que le résultat, c'est que je me mets à vendre de la drogue en secondaire 4. Wow. Fait que je me mets à vendre du weed. Ça fonctionne bien, mais je me mets à en fumer. Fait que c'est moins rentable. Exactement. Et puis, fait que je me fais offrir une opportunité de vendre du crack au centre-ville. Ouf, la drogue dure. Ouais, mais moi, j'ai zéro réflexion à ce niveau-là. Je suis un petit peu naïf, puis je regarde, bon, ben, je fume du weed, c'est pas payant. Ça, je peux en vendre, ça va être plus payant, puis j'en consomme pas. Dans ma tête, ça, c'était clair. Tu sais, crack, non. Puis pourquoi c'était clair dans ta tête que le weed, oui, mais le crack, non? Je pense que c'était culturel. C'est drôle comme... Fait que j'ai 41 ans, comme je disais. Ma génération, la cocaïne puis le crack, c'était comme un no-no. Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était comme... Puis je pourrais y revenir tantôt parce que ça fait partie à un moment donné d'une réflexion qui m'amène à évoluer, mais la seule façon où tu étais comme un loser, c'est si tu consommais ces choses-là. Fait que tu pouvais être violent, tu pouvais être dysfonctionnel, tu pouvais être un alcoolique, tu pouvais ne pas aller à l'école. Ça, c'était correct, c'était acceptable, on n'avait pas de problème avec ça. Mais l'idée d'être quelqu'un qui sniffe ou qui fume du crack, c'était comme, ah non, là, t'es un loser puis on veut rien savoir de toi, tu sais. Bien, je pense aussi, c'est que c'est toute la dégringolade qui vient avec.
OK? Parce que lorsqu'on vend du buzz ou du weed, on est capable de rester sensiblement en contrôle de ce qu'on fait, là. Oui, il va y avoir peut-être une dépendance qui va être reliée à ça, mais qui ne sera pas aussi forte que si on parle de ce genre de drogue-là, qui est une drogue très dure et destructible. Clairement. Puis, tu sais, il y a une accélération. Puis, tu sais, donc, dans le trafic que je faisais, puis à cette époque-là, j'étais tellement insensible que je le percevais pas, tu sais. Wow. Mais de voir des vies être détruites, là, puis rapidement, en un été, en une saison, tu vois des gens qui arrivent, qui sont sur le party, ils touchent à ça, puis tu les vois, ils sont sans abri, leurs femmes les ont mis dehors, la fin, tu sais, leur vie est comme complètement renversée, tu sais. Absolument. Ouais. Et tu as commencé à quel âge à vendre ce genre de drogue dure-là? 16 ans. 16 ans, je me retrouve au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Wow. C'est ça, je rentrerai pas dans les détails de qui était là puis comment ça fonctionnait, mais à l'époque, il n'y avait pas encore les cellulaires. Fait que moi, j'ai vécu un petit peu cette transition-là. Quand je suis arrivé, on était encore sur des coins de rue. Tu sais, c'était encore, on tient ce coin de rue-là, puis il n'y a personne qui est sur le coin de rue. Puis Je comprends. C'était assez intense comme dynamique. Puis rapidement, tu vois, donc 2001, je te dirais, moi, j'ai fait la transition vers les téléphones cellulaires. Fait que là, on s'est mis à donner des numéros de téléphone aux clients. Wow. Puis là, il n'y avait plus besoin de tenir un coin de rue. Tu sais. Fait qu'il y a comme eu un petit peu, puis en même temps, il y avait les opérations policières qui se passaient à cette époque-là aussi. Fait qu'il y a eu comme une déconstruction un petit peu de tout cet environnement-là. Tu sais. Ouais. Et est-ce que à 16 ans, 17 ans, est-ce que tu faisais de l'argent? Pour moi, à ce moment-là, oui. Je pense que même objectivement, je pense que oui. Là, moi, je me souviens la première fois que je suis arrivé sur le coin de rue. Fait à l'époque, comment ça fonctionnait, là, ils te donnaient un paquet de 10 roches. Puis quand tu avais fini, tu pageais le gars. Puis le gars, il venait te ramener un autre paquet de 10 roches. Fait qu'il y avait encore des pagers. Puis tu sais, je vais le donner parce que c'est plus pertinent aujourd'hui. Puis je dévoile rien. Mais à l'époque, donc, il y avait 450 venait d'apparaître. Fait que dans les indicatifs régionaux. Fait que Sainte-Catherine était 514, puis Saint-Laurent était 450, puis on mettait l'adresse de où est-ce qu'on était pour qu'ils viennent nous amener les affaires, tu sais. Fait qu'ils t'en donnaient 10, tu les passais, puis à l'époque, on faisait 4 piastres par roche qu'on vendait. Mais c'était fou, là, je veux dire, j'en passais. Moi, la première soirée que j'ai faite là, je pense que je sais que j'ai fait plus que 500 piastres. Je comprends. Tu sais, fait que je me souviens d'être resté debout toute la nuit. Tu sais, on finit à 3h30, 4h, c'était l'été. Puis je me souviens le lendemain matin d'être allé au Foot Locker puis d'être allé m'acheter une paire de Jordan. Tu comprends? Parce que priorités sont à la bonne place. Fait que la plus belle chose qu'il y avait, c'était ça. C'est que t'arrives, t'as rien, puis soudainement, tu passes de avoir rien, tu sais, puis de struggle, puis de grind, de vivre dans la pauvreté à t'as 500$, puis tu fais 500$ par jour. Par jour. La pire chose, c'est que tu n'as aucune appréciation pour l'argent. Ouais. Parce que je peux dépenser n'importe quoi. Je sais que demain, j'arrive sur le coin de la rue, je vais faire 500$ encore. Fait que si j'ai pas puis à l'époque, je les avais pas, les points de repère de dire qu'est-ce que je fais avec mon argent. T'es dans l'immobilier. Imagine si à l'époque, j'avais pris mon premier 10 000 puis que j'avais acheté une maison, que ce soit n'importe où, un immeuble. On est en 1999. C'est fou. Combien ça vaudrait aujourd'hui? C'est fou, tu sais. J'avais pas ces repères-là, puis j'étais pas tant réceptif non plus à recevoir le coaching. Exactement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore le cas pour quelqu'un, un jeune, qui dit, ben écoute, moi, ça va pas bien l'école, je vais me mettre dans la rue, c'est ce que je connais, mon frère est là-dedans, j'ai des influences qui sont là-dedans. Est-ce que c'est aussi payant qu'on le dit? Honnêtement, je sais pas. C'est une drôle de question, parce qu'il y a personne qui me l'a jamais posé, fait que j'aime ça. Ce que je dirais, c'est que moi, j'ai observé... Donc, tu sais, fait que là, je vais fast-forward un petit peu, mais je me suis retrouvé en prison quand même pendant 18 ans. Donc, je suis ressorti en 2021. Ce qui avait beaucoup changé, c'est que les junkies, on les voit plus. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est très décentralisé encore. Je te dirais, il y en a une coupe à Atwater, mais les endroits où est-ce que c'était des points chauds, je sais pas si c'est la gentrification, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas. Tu sais, pas que j'ai fait des efforts d'analyser la situation, mais juste en me promenant au centre-ville, la réalité que moi j'ai connue, c'est plus la même aujourd'hui. Comment les gens fonctionnent, je le sais pas. Je sais vraiment pas. OK. Je te pose cette question-là. En fait, je t'ai posé une question que je connaissais déjà la réponse. C'est que, tu sais, moi, j'ai fait une conférence il y a à peu près quelques semaines à l'école Jean Gros, à Rivière-des-Prairies. Puis,
il y a un jeune qui m'a challengé. Il m'a dit, tu sais, c'est bien beau, Madame Saint-Jean, vous avez des beaux sous, etc., vous faites de l'argent, mais moi, je sais que ça ne marchera pas pour moi. Puis je lui ai dit, OK, tu aurais besoin de combien demain matin pour rester dans ce que tu fais, dans l'illégalité, OK, de dire, ben moi, je ne vais pas à l'école, je ne veux même pas rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je veux juste vendre de la drogue, je veux juste faire des choses illégales. Puis il me dit, écoute, si j'ai 35 000 $ par mois, pour moi, ça vaut la peine. Puis j'ai marqué 35 000 par mois sur le tableau. 35 000 par mois, ça donne quoi? 420, 430 par année. Puis je lui ai dit à ce jeune-là, c'est fou parce que là, tu viens de me dire que tu es prête à perdre ta liberté, à faire des choses illégales, à peut-être décéder, à mourir, à aller en prison pour 35 000 $ par mois. Mm-hmm. C'est vrai que 35 000 $ par mois, c'est énorme. La moyenne de la population ne font pas ça. C'est tout à fait vrai. Mais je lui ai dit, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je dors les 2 yeux fermés. Un policier m'arrête, j'ai rien à avoir peur ou à craindre. Et je fais plus que ce montant-là par mois. Puis là, il m'a regardé. « T'es pas sérieux? » J'ai dit, ben oui. Mm-hmm. T'sais? Fait que j'ai l'impression que les jeunes ont cet adage-là de dire, ben moi, je vais aller dans la rue, je veux la chose facile, alors que dans les faits, c'est pas tant facile. Et pour le risque qui vient avec, je trouve que ça vaut pas le coup. Parce que c'est pas vrai que les gars font 35 000 $ par mois. Ben, c'est ce que j'allais dire. Là. Écoute, faire 35 000 par mois, tu sais, si on fait juste des calculs simples, là, tu sais, je sais même pas les prix de la cocaïne aujourd'hui, tu sais. Mais à mon époque, mettons 35 000, c'est un key. Fait qu'il faut que tu passes un key retail par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. C'est vendre environ 5 500 roches, mettons, à 20 $ la roche. C'est beaucoup. Pour le faire. Écoute, c'est toute une opération. Puis si tu penses que c'est facile, juste en fait de temps. Tu sais, c'est de structurer une entreprise. Fait que ce que je dirais, c'est si tu as l'habilité de structurer ça, tu as l'habilité de structurer quelque chose de légal. Exact. Puis je pense que ce qui est intéressant de ton podcast, puis c'est ça que j'aime, c'est que tu explores des opportunités comme ça pour les gens. Je pense que ce qui a beaucoup changé de mon époque à aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui est intéressé, qui est curieux, il y a des opportunités qui sont là, puis il y a le savoir, il est disponible, puis on peut aller le chercher. Absolument. Absolument. Moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était plus facile pour moi de dire je vais aller chercher un qui à crédit que d'aller chercher un prêt bancaire pour 10 000 $. Je savais pas comment ça... je pouvais appeler 1, 2, 3 personnes puis dire OK, j'ai besoin de ça, puis voici comment ça va fonctionner. Puis les gars, ils auraient dit OK, Manny, il n'y a pas de stress, tiens, je te le donne. D'aller à la banque, puis comment on applique pour un prêt, c'est quoi les critères, comment on évalue un dossier de crédit, ces choses-là, je le savais pas. Je le savais vraiment pas. Fait que je pense que maintenant, il y a une démocratisation du savoir. Absolument. Fait qu'il y a des opportunités pour les gens, tu sais. Beaucoup plus. Mais, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai dit à ce jeune-là, puis je peux comprendre, ça peut être un peu déstabilisant, c'est que encore aujourd'hui, dans la société québécoise, les jeunes n'ont pas nécessairement de repères. Et quand je te dis de repères, encore plus dans la minorité visible. Tu sais, moi, j'avais fait une vidéo à un moment donné où ce que je disais, mes gars de contenu m'avaient posé une question, m'avaient dit « Mais Marsha, pourquoi t'as parti le podcast? » Puis c'est sorti fluide. Puis j'ai dit « Moi, j'ai parti le podcast parce que quand j'étais jeune, j'ai jamais vu une boss lady qui roulait en range, une black comme moi, qui, lorsqu'elle marche dans la rue, t'es capable de lui dire « Damn! » Tu comprends? Je suis fière d'elle. Wow, elle travaille. T'as même pas d'idée de dire « Ah, elle vend son corps. Ah, elle fait des trucs illégaux. » Non, non, non. C'est « Oh shit, elle est sharp. J'ai envie d'être comme elle. » Et je pense que de plus en plus, les jeunes ont de la difficulté à trouver ces repères-là, puis à se coller à quelqu'un ou ce qui peut dire « Ah, cette personne-là me ressemble. Je sens un lien d'appartenance. J'aimerais être comme cette personne-là. » Tu comprends? Tout ce qu'on voit dans les émissions québécoises, c'est des trucs qui ne sont vraiment pas représentatifs. OK? Parce que la réalité, ce qu'on voit dans les émissions de télé, c'est pas ça pantoute. Fait qu'à ce moment-là, pour le jeune, il n'est pas capable de s'identifier. Tu comprends? Sa mère est monoparentale. Elle fait 2 jobs, préposée aux bénéficiaires. Son frère est déjà dans la rue. Il veut s'acheter une paire de souliers. Il va à l'école. Puis là, il voit toutes les autres ont des beaux paires de souliers. Lui, il n'y a rien. Fait que c'est une grosse pression. Vraiment une grosse pression. Mais la réalité est...
Puis moi, c'est ce que j'ai dit à ce jeune-là. J'ai dit, moi, j'ai des amis qui sont en prison présentement. 23 ans, puis il sait même pas c'est quand qu'il va sortir, là. Donc, et c'est là que tu te dis, ben à 23 ans, je me fais arrêter. OK? Je suis laissée à moi-même parce que tous les amis que tu avais, oublie ça, ils vont te laisser tomber. Clair. Je peux en témoigner. Ils vont te laisser tomber. Au début, tu vas nous appeler, on va répondre, mais après ça, on a toute une vie dehors, on a toute une vie à l'extérieur. Fait on va te dire, t'as fait ton choix, tu te démerdes. Donc là, lui, il est là, en prison, il a 23 ans, on sait pas c'est quand qu'il va ressortir, mais pendant ce temps-là, elle, la vie à l'extérieur, elle continue. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est là où j'ai décidé, on se parlait en introduction, oui, je suis courtier immobilier, mais j'ai voulu faire ma part. Tu comprends? De dire que moi, je vais redonner, puis je vais aider les jeunes à se cadrer, esti. Tu comprends? C'est ça. C'est comme wake up, là. Te rends pas là, à 23 ans, esti, en prison, parce que là, c'est pas que c'est trop tard, mais tu vas perdre des années et des années, là, tu sais. Ben, puis moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que, tu sais, culturellement, tu sais, je pense qu'il y a un problème aussi, tu sais, au point de vue, tu sais, moi, j'ai grandi avec du rap, j'ai grandi avec des Haïtiens, tu comprends? Fait que culturellement, j'étais là, j'étais là-dedans, puis j'écoute maintenant des chansons que j'écoutais quand j'étais jeune, puis c'est pas pour rien que j'étais dysfonctionnel. Si t'écoutes le contenu de ce qui est dit musicalement dans les hits, c'est fou. Ouais. C'est fou, là, tu sais, il y a une influence tellement négative, tu sais, bon, moi, je suis chrétien, tu sais, mais puis je dirais démoniaque, là, tu sais, de dire, il y a un agenda pour détruire des gens, puis les gens, ben, ils embarquent, puis ils s'en rendent pas compte, puis ça mène, c'est ça, à la destruction, parce que il n'y a aucune capacité de voir dans l'avenir. Exact. Fait qu'on dit non, c'est aujourd'hui qui compte, il n'y a que ça qui compte, puis préoccupe-toi pas de demain. Tu sais, puis plus tu vis des difficultés, plus elles sont grandes, mais plus que ton besoin il est immédiat d'y remédier, là, tu sais. Absolument. Les solutions, des fois, c'est la patience, tu sais, puis on vit dans une drôle de société. C'est drôle, tu parlais, puis je pensais à... Je me souviens plus de son nom, mais un des super haut placés à la Caisse de dépôt et placement, c'est un Haïtien. Oui. Tu sais, puis on n'en parle presque jamais. Jamais, c'est vrai. On les voit pas. C'est quoi les motifs? Puis c'est là où je veux dire culturellement. Tu sais, si on pense que le succès... Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Fait que le succès, c'était soit t'es un rapper, soit t'as un barbershop ou un beauty salon. Là, soit tu fais des cheveux, ça, c'était ça que t'allais faire, puis c'était comme ça qu'on va tous devenir... mais c'était ça. Tu sais, c'était tellement limité dans l'optique. Un car wash. Tu sais, comme les gars, ils ont tous le même rêve. Les filles ont toutes le même rêve aussi. Tu sais, comme combien de danseuses j'ai vu, je vais danser pendant des... Puis là, je vais faire mon cash, puis quand je vais avoir mon cash, je vais changer. Ça n'arrive pas. Mais c'est là où l'ennemi dit toujours, fais ça, puis tantôt, il va y avoir quelque chose de mieux, mais ce jour-là, il arrive jamais. Si t'es pas prêt à prendre la décision aujourd'hui de dire, je travaille vers ça, puis j'accepte d'être un petit peu inconfortable ou très inconfortable. Parce qu'il y a un prix, tu sais, t'es pas arrivé là comme ça facilement. Non, non. Donc, il y a un prix à payer, il y a des efforts à faire, il y a des larmes, tu sais, mais on passe à travers, puis au final, on se retrouve dans des situations qui sont souvent beaucoup mieux, tu sais, puis il n'y a pas de prix, comme tu disais, là. Je me fais arrêter maintenant, là. Ça me dérange pas. Non. OK. Ben non. Les lumières flashent, je m'arrête, je monte mes papiers, puis je repars. Exact. Avant, j'étais toujours stressé, là. Toujours stressé. Ça cognait à la porte, t'es stressé. Il n'y a pas de prix pour ça. Exact. Et là, toi, tu parlais un peu de ton parcours, ce que tu faisais quand tu étais jeune, mais comment t'en es arrivé pour aller en prison pendant 18 ans? Parce que 18 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme. 18 ans, c'est pas pour avoir mais vendu du buzz. Là. Non, mais en même temps, dans l'espace d'une vie, c'est pas tant que ça. Tu sais, je réponds à ta question, mais spécifiquement à les jeunes, quand on est jeune, on a l'impression qu'à 30 ans, il faut avoir réussi notre vie, ou à 40 ans. À 30 ans, il faut que je sois arrivé. Je comprends. Puis la réalité, c'est que la majorité des gens, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avant d'avoir 35, 40 ans. Tu vas à l'université peut-être, tu fais une job, tu fais un autre job, puis finalement, tu te retrouves à la place où est-ce que tu es, puis dans ta zone de génie. Tu sais. Donc, la vie est longue. Fait vente de crack. Ce que moi, j'ai fait quand je me suis mis à vendre, j'avais de l'argent dans mes poches. J'ai dit à tous mes boys, j'ai dit, ça sert à rien d'être pauvre. Venez-vous-en. Comme, there's money out here, tu sais. Fait tous mes amis se sont mis à venir vendre avec moi, sauf un gars. Fait que dans ces amis-là,
on s'est mis à faire ça. Puis au début, ben, tout le monde est chum. Puis à un moment donné, rapidement, l'argent arrive. Puis là, ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça fait des séparations. Oups, un s'en va de ce côté-là, un suit eux autres. Nous autres, on veut faire notre propre affaire. Conflit, tension. Puis un de ces amis-là, à un moment donné, s'est mis à fournir mes vendeurs à moi. Donc, à un moment donné, j'avais ma propre opération. J'avais une équipe, environ une dizaine de gars. Wow. Puis... T'avais quel âge? 21 ans. OK. 21 ans. Fait que, tu sais, mais j'ai toujours... Moi, quand j'étais jeune, tous mes boys, leur film préféré, c'était Scarface. Mon film préféré, c'était Wall Street. J'ai toujours eu, un intérêt pour les affaires. Puis moi, c'est vraiment... Je voyais pas autre chose. Fait qu'il y a une grande partie d'aveuglement volontaire. Parce que je pense qu'il y avait des choses qui étaient disponibles là, que j'aurais pu embarquer. Mais en même temps, il y avait des choses... Tu sais, quand il y a un néon qui flash, ben tu suis le néon qui flash, tu sais. Fait que c'est mis à fournir mes vendeurs. Puis à ce moment-là, la seule solution à laquelle j'en suis venu, c'était de dire, ben il faut que je le tue. Ouais. Fait que je t'explique un petit peu, là, tu sais, la froideur d'esprit, mais complètement déconnecté de mes émotions. Très froid. Wow. Une insensibilité profonde, complètement incapable de me connecter à quiconque. Tu sais, je me sentais toujours en compétition avec tout le monde. Proie-prédateur, qui est quoi. Les relations sont simples, strictement utilitaires partout. Fait que je regarde la situation, puis là, ce gars-là, c'est pas la première fois qu'il fournit mes vendeurs. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais remédier à ça? Je suis tanné de dealer avec ça. En plus, il y a des conséquences. T'sais. Fait que là, il fournit du stock à mes vendeurs. Le stock est moins bon. Mes clients, ils arrêtent d'appeler. Mon chiffre d'affaires baisse. J'ai une business qui est beaucoup basée sur le volume, plus que sur les marges. Fait qu'à ce moment-là, rationnellement, la solution, c'est de le tuer. J'ai des armes à feu à la maison, tout ça, c'est pas un problème. Tu sais, tout ça est très commun, tu sais. Il n'y a pas une grande réflexion de dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Fait que je vais prendre la décision de le tuer, puis je vais le tuer. Je vais être arrêté 3 mois plus tard, accusé de meurtre au premier degré, condamné 2 ans plus tard. Prison à perpétuité, meurtre premier degré, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Bien sûr. Je me retrouve en prison, dans un environnement pour lequel je suis parfaitement adapté. Tu sais, fait que c'est différent. La réalité est différente. Il y a plein de choses qui sont différentes, mais je suis arrivé à la place où ce que j'étais supposé d'arriver. Avec la mentalité que j'avais, l'approche que j'avais, les attitudes que j'avais, les valeurs que j'avais. Quand je suis arrivé là, je fitais. Tu fitais. Ouais. Puis t'es arrivé là à quel âge? 21 ans. Je me fais arrêter le 9 décembre, donc ça va faire 20 ans cette semaine, dans le fond. Wow. Ouais. Fait qu'à 21 ans, je me fais arrêter. Et puis commence ce périple-là, si tu veux, tu sais, de dire l'incarcération, comment ça se passe. Fait qu'au début, je suis complètement dans le même mindset. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune réflexion. Wow. Même que je continue à vendre du crack en dedans. Oh boy. Parce que la solution, c'est toujours l'argent. Dans ma tête, à moi, tu sais, je suis vraiment captif de cette approche-là. Je suis prisonnier de dire, la solution à tous tes problèmes, c'est plus d'argent. Je suis incapable de voir qu'il y a des enjeux émotionnels. Je suis incapable de voir qu'il y a un mal-être profond. Que, tu sais, je suis pas là. Fait que dans ma tête, si j'ai du cash, tout est correct. Fait que je continue à faire ça, transfert dans une institution. Là, je suis au maximum. Sécurité maximale, encore plus intense. Culturellement, il n'y a rien qui s'approche d'une homogénéité comme un pénitencier à sécurité maximale. Peut-être l'armée, peut-être des unités, là, mais je veux dire, pensée singulière, tout le monde est pareil. Si t'es pas d'accord avec ça, tu te fais flipper, là, fait que c'est pas long. Fait que t'adhères tout de suite à la culture, puis t'embarques dedans, puis ça devient complètement fou. Fait que je fast-forward un petit peu. Mon appel va être rejeté. Puis pour la première fois, après 5 ans d'incarcération, 5 ans après avoir commis le meurtre, je vais faire face à ma réalité. Puis tu sais, tantôt, tu disais, les gens partent, ils t'oublient, tout ça. Puis c'est ça qui s'est passé avec moi. Même chose. Toutes mes boys, ma femme à l'époque, tout le monde est parti. Fait que je me retrouve complètement seul. Appel rejeté, puis là, je dois faire face à la réalité. Puis je vais rencontrer une psychologue. Puis la petite madame elle est à la limite du nanisme, je pense. Elle est peut-être 4 pieds 8, là, elle est tout petite. Puis elle n'arrête pas de me dire que ça va pas bien. Puis dans le matin, je me disais, elle est complètement folle, cette madame-là.
que je continue à me minder que c'est moi qui ai raison, puis elle ne comprend pas. Parce que dans ma tête, je reviens à ce que je disais tantôt, le seul critère de si ça va ou si ça va pas, c'est est-ce que tu es un junkie. Si tu es un junkie, ça va pas. Sinon, le reste, tout est normal. Ouais. J'en ai des amis qui se sont fait tuer. Je me suis fait poignarder moi-même. J'ai des amis qui ont tué du monde. Tout le monde vend quelque chose. Sinon, ils volent. Sinon, tu sais, il y a des stick-up kids. Mais tout le monde a... Pour toi, c'est normal. Ben, dans mon environnement, c'est complet. En même temps, il y a de l'aveuglement volontaire. Bien sûr. Clairement. Mais si je regarde, puis que je me concentre sur où est-ce que je regarde, tout ça est normal. Puis finalement, je vais revenir de cette rencontre-là en me disant « La madame est folle ». Puis j'arrive dans ma rangée, dans mon unité de détention. Puis les gars sont en train de péter une coche. Il y a comme une mini-émeute, ils pitchent des affaires sur le contrôle. C'est comme... Puis pour la première fois, j'ai comme cette illumination-là, tu sais, de dire « Peut-être que ça va pas bien. » tu sais. Puis il y a une réflexion qui s'amorce, qui va être très progressive. Puis là, je décide un petit peu de dire « OK, si ça va pas bien, comment je change mes valeurs un peu, tu sais. Comment je me réoriente. » Puis en même temps, ce qui est épeurant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai 5 ans de fête sur une sentence à perpétuité. Tu sais, fait C'est long. si tu te trompes de chemin puis qu'il y a une sortie dans 2 minutes, c'est pas si pire. Mais si tu manques ta sortie puis qu'il n'y a pas de sortie avant 200 km, c'est un petit peu plus frustrant, tu sais. Bien sûr. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'amorce en moi, tu sais, puis je te dirais, c'était probablement divin à cette époque-là, je pouvais pas le percevoir. Fait que je fast forward un petit peu, je me retrouve à un moment donné à revenir dans un pénitencier à sécurité médium. Je retourne à l'école, je finis mon secondaire, je finis le cégep. Je commence le cégep. Puis j'ai toujours eu des bonnes capacités intellectuelles et académiques. Ça a toujours bien fonctionné pour moi. C'était jamais un problème. Moi, je me faisais mettre dehors de l'école parce que je vendais de la drogue. Jamais parce que j'avais pas des bonnes notes. Wow. Fait que je redécouvre quelque chose. Puis là, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour utiliser mon temps, tu sais? J'ai presque... à cette époque-là, probablement un petit peu plus que 8 ans de fête dans le pénitencier. Puis je décide que je vais lire les classiques. Fait que dans ma tête, je me dis, bon, moi, je sortirai, j'aurai une grande culture, j'aurai ça, tu sais. Puis je rentre à la bibliothèque, puis c'est drôle parce que tu as des livres derrière toi, mais un petit peu la même chose. Puis tu sais, il y en a un, puis c'est écrit Hemingway. C'est assez bon pour moi. Hemingway, je connais le nom, grand auteur, parfait, ça fait mon affaire. Fait que je prends le livre, puis je sors. Puis je l'ouvre. Le livre s'appelle For Whom the Bell Tolls. Puis il y a une citation là-dedans qui dit, je vais te la dire en anglais, là, No man is an island, entire of itself. Everyone is a part of the continent, a piece of the main. If a clod be washed away, Europe would be the less, as well as if a promontory of thy friends or of thine own were. Puis là, il y a une phrase qui m'arrête sec, qui dit, Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind. Donc, la mort de quiconque m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Puis c'est la première fois où je réalise ça. J'ai toujours été en compétition, en combat contre l'humanité. C'était jamais, je fais partie de cette humanité-là. Puis encore plus quand je constate la mort que j'ai causée. Fait que la mort de cette personne-là m'amoindrit, mais c'est moi qui l'ai causée. Fait qu'en dehors des conséquences que la société m'a mises, il y a quelque chose de plus. Puis ça m'arrête, ça me met à l'envers, puis j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Puis à ce moment-là, la citation est en anglais. Je suis dans un pénitencier au Québec, puis le stage est psychologue, criminologue, je les ai toutes. Personne parle anglais. Sauf qu'il y a un aumônier protestant qui, lui, est anglophone. Fait que je lui envoie la requête. Ça me semble un petit peu spirituel. Je me dis, je pourrais en parler avec lui. De là, ça amorce 6 mois de rencontres hebdomadaires. Oh, wow. Puis cet homme-là prend un temps avec moi, puis il m'écoute, puis je dis n'importe quoi la moitié du temps, probablement, là, parce que je suis dans une mentalité complètement folle. Puis chaque fois, il m'écoute, puis il me dit « Ah, j'ai vécu quelque chose de similaire. Puis j'ai prié, puis Dieu a fait telle chose. Ou « Ah, j'ai telle affaire. Ah, mais la Bible enseigne. » Fait il me parle toujours de son Dieu. Puis son Dieu devient de plus en plus intéressant pour moi. Je suis curieux, puis il n'arrête pas de m'inviter à la chapelle, mais il n'est pas pressant, il n'est pas « faut que tu viennes à la chapelle ». Si tu veux venir à la chapelle, tu viendras. Mais je comprends pas la dynamique. Quand tu vas à la chapelle, c'est un petit corridor super étroit, puis les bénévoles sont tous là, puis des gens qui viennent, donc des chrétiens qui viennent là pour dans un ministère de prison, qui sont aimants, qui sourient, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils font là. Mes relations ont tellement toujours été utilitaires. Si tu me dis, on va dans le cours puis on va se battre, je comprends qu'est-ce qui se passe. Si tu me dis, viens, je suis content de te voir, je t'ai jamais rencontré, puis tu me souris, comprends pas. Il y a quelque chose de vraiment bizarre ici, puis je veux pas embarquer là-dedans.
Fait que j'hésite, je veux pas y aller. Finalement, par un concours de circonstances, je me retrouve à y aller. Puis ce jour-là, je vais accepter Jésus. Puis, tu sais, une conversation super simple, puis il y a un bénévole qui me demande « Est-ce que tu veux accepter Jésus? » Puis je dis « Oui, mais je suis pas prêt. » Puis il me dit « Mais c'est quoi ton plan pour te préparer pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son fils mourir pour toi? C'est quoi les étapes? C'est quoi ton plan? » Fait que là, je suis un petit peu pris de court, puis je dis « Mais tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. » Puis là, il va m'expliquer que Saul, qui en fait Paul, était lui aussi un meurtrier. Puis qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Puis tu sais, souvent, je pense que le plus grand mensonge qui est raconté, c'est ça, c'est que être chrétien, l'Église, c'est pour des gens qui sont parfaits. Oh non, oh non. Alors que c'est l'inverse. Non, c'est des gens qui sont brisés, qui ont des difficultés, exact. qui amènent tout ça à Dieu, puis qui disent « OK, je viens à toi. » Il y a une honnêteté, il y a une transparence à l'Église, tu sais. L'exemple que j'aime le plus, c'est quand tu vas à l'hôpital, les gens, ils sont malades. Puis c'est un petit peu la même chose, tu sais. Tu peux pas dire l'hôpital marche pas parce que les gens sont malades à l'intérieur. On vient là pour se soigner, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, pour se connecter à Dieu. Fait que ça va changer ma vie. Puis tu sais, en lisant la Bible, je vais réaliser que mes valeurs sont complètement à l'envers. Parce que tu peux être pauvre puis grandir dans un environnement structuré où les valeurs sont comme ça, pro-sociales. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je me souviens, là, j'ai peut-être 6-7 ans, puis ma mère me dit, tu peux faire n'importe quoi dans la vie, sauf être policier, curé ou être dans l'armée. Fait que ça, c'était les valeurs qu'elle avait. Qu'elle avait. Ouais. Fait que moi, je les ai intégrées. Bien sûr. Mais en lisant la Bible, je viens confronter toutes ces choses-là. La paix, la patience, la joie. C'est ça que Dieu veut pour nous. Tu n'as pas besoin d'être toujours en colère. Tu n'as pas besoin d'être agressif, de mean mug à la journée longue. Tu peux juste être en paix avec les gens, puis aimer, puis être patient. Tu n'as pas besoin d'être violent. Ça ne fait pas de toi moins un homme. Tu sais? Fait que ça amorce une transformation qui est assez longue. Tu sais? Fait que c'est pas un radical. Il y a du monde qui viennent à Jésus, puis toute leur vie est transformée. Moi, ça a pris un bout de temps. Mais de ça va s'amorcer une série d'événements, si tu veux. Fait que tranquillement, je commence à... Ils appellent ça cascader dans le pénitencier. Donc, tu fais maximum, médium, minimum, niveau de sécurité. Je vais me retrouver à avoir un deuxième procès où je vais raconter le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Puis on va réduire mon éligibilité. Donc, une révision judiciaire. Puis je me retrouve à être éligible à la libération conditionnelle 9 ans plus tôt que j'aurais dû l'être. Oh my God. Ouais. Gloire à Dieu, je suis super content. Fait que j'applique pour la libération conditionnelle. Fait que tantôt, je t'explique un petit peu mon parcours scolaire. Donc, j'ai fini le cégep. Pendant que j'étais en prison, j'ai eu à cœur de faire des études en commerce. Je te disais, mon film préféré, c'était Wall Street. Fait que je me dis, OK, je vais faire confiance à Dieu puis je vais poursuivre ce que j'avais à cœur quand j'étais jeune. Tu sais, ce qui est vraiment moi. Avant que le monde vienne me dire que tout est impossible, c'est quoi le rêve que j'avais, tu sais? Fait que je vais appliquer à JMSB, John Molson School of Business, à Concordia, avant même d'être recommandé pour la libération conditionnelle. Fait que je sais même pas si je vais sortir, mais je vais appliquer. Au mois de février, je suis accepté en mars. Fin mars, je vais être recommandé pour la libération conditionnelle. Je passe en libération conditionnelle le 10 août 2021. Le lendemain, je vais recevoir la décision. On m'accorde la libération conditionnelle. Je sors de prison après presque 18 ans. Fait que je dis 18 ans, mais c'est 17 ans et 9 mois presque. Parce que sinon, tu aurais été encore en prison présentement si ce n'était pas de ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une sentence vie, c'est une sentence vie. C'est à perpétuité et ça ne termine jamais. Donc... c'est fou. Et ça, c'est parce que le crime était prémédité. Techniquement, non. Donc, n'importe quel meurtre, donc de tuer quelqu'un avec l'intention de le tuer, un meurtre, je vais t'en prendre un petit peu aussi. Donc, le meurtre est systématiquement accompagné d'une sentence à perpétuité. Je comprends. Il existe l'homicide involontaire, c'est ça, qui est de tuer quelqu'un sans avoir eu l'intention de la tuer. Donc, mettons, je te donne un coup de poing, tu en meurs, ça peut être souvent considéré comme un homicide involontaire. Fait qu'il y a des nuances légales que je pourrais probablement pas t'expliquer, mais fait que la sentence à perpétuité, puis elle est toujours accompagnée d'une éligibilité à la libération conditionnelle. Donc, le plus bas que ça puisse être, c'est 10 ans. Un meurtre au 2e degré. Donc, souvent, le cas typique, je te dirais, là, pour que les gens puissent se référer, c'est
t'es dans un bar, tu te bats, puis t'avais l'intention, tu sais, t'as pété une coche, t'avais l'intention, tu as pété une bouteille sur la tête, puis mettons, tu lui donnes un coup de bouteille dans le cou, quelque chose comme ça. T'avais une intention de lui causer la mort. Il est mort. C'est un meurtre au 2e degré. C'était pas prémédité, mais dans le moment, le feu de l'action. dans le feu de l'action, t'as fait ça. Le meurtre au 1er degré, qui est le meurtre prémédité. Donc, qui est de dire, je vais tuer cette personne-là, puis tu vas la tuer. Ce qui était la sentence que moi, j'ai reçue. Fait que tu sais jamais quand tu vas sortir. J'ai un ami qui faisait vie 10 depuis 1994. Donc, il est en prison à perpétuité, mais à 10 ans, il était éligible. Donc, il était condamné en 1994. Techniquement, en 2004, il aurait pu sortir. Je sais pas, il est où aujourd'hui parce que j'ai plus de contact avec lui depuis quelques années, mais aux dernières nouvelles, il est encore dans un pénitencier à sécurité maximale. Si tu fais pas le choix de changer, si tu fais pas le choix de faire une réflexion personnelle, de remettre en question les valeurs qui t'ont amené à commettre le crime que tu as fait, je te dirais, à part quelques petites exceptions, là, parce que j'imagine qu'il y a toujours des gens qui réussissent à arnaquer le monde, mais tu sortiras jamais de prison avec une sentence vie. Moi, je me souviens, à mon procès en révision judiciaire, justement, il y avait quelqu'un du service correctionnel qui était venu amener une statistique. Le taux de récidive, pas pour un autre meurtre, mais pour n'importe quel autre crime, chez un meurtrier libéré en libération conditionnelle, c'est de 0,05%. Il y a presque... Parce que c'est tellement difficile de sortir, il y a tellement d'étapes. C'est sûr qu'il y a des drames. Là, il y a un homme, il y a quelques années, qui a tué une fille. Là, il y en a qui passent à travers les cracks. Mais sinon, c'est tellement... Il faut que tu ailles fouiller. Il faut que tu ailles confronter tous les démons qui t'ont amené à commettre ce crime-là. Et c'est là que c'est tough. Et honnêtement, je vais être très honnête avec toi, la question que je me pose, puis tu me diras ton point de vue par rapport à ça, est-ce que le système québécois qu'on a, c'est un bon système, ou on devrait peut-être même avoir un système comme aux États-Unis, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui l'as vécu. C'est une question lourde. Je le sais. Moi, je pense que le système, spécifiquement pour les gens qui sont condamnés à perpétuité, fonctionne. Dans la mesure où réussir à sortir, là, si t'as pas fait le travail, c'est quasiment impossible. OK. Mais quand tu dis le travail, tu veux dire quoi par là? C'est quoi le processus qui fait qu'ils sont capables de dire « OK, c'est bon, j'accepte que tu sors avec des conditions ». Donc, je dirais la première étape, c'est de reconnaître, puis ça a l'air simple, OK? Mais c'est pas simple du tout à ce moment-là, mais que le meurtre que tu as commis, il était inacceptable. Parce que moi, dans ma tête, je me souviens d'avoir eu cette conversation-là, puis de dire, je savais que c'était illégal, mais je savais pas que c'était mal. Dans ma tête, à moi, c'est un vendeur de drogue. Je suis un vendeur de drogue. On est dans une game. Il y a des règles. Tu brises la règle, il y a une conséquence. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Si tu joues au basket, puis je viens de donner une claque pendant que tu shootes, tu vas avoir tes 2 free throws. Puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui va s'offenser de ça. Fait que je vis dans un monde où c'est la game, il y a des règles, puis il y a des conséquences. Puis il n'y a personne qui le remet en question. Fait que de mon petit monde, je dois sortir puis accepter que je fais partie d'une plus grande communauté qui est la société en tant que telle. Bien sûr. C'est la première étape. Puis je te dirais, c'est probablement la plus difficile à franchir. Un coup que ça c'est fait, un coup que tu acceptes cette réalité-là, que la vie que je vivais faisait pas de sens, que tu arrêtes de justifier ce que tu faisais. Parce que je peux le justifier. Tu sais, dans ma tête, à moi, quand je suis rentré en prison, je disais, mais j'ai grandi dans des circonstances difficiles. Fait que j'avais pas le choix. J'ai jamais eu une chance. Il a fallu que je slingue. Fait que j'ai vendu des affaires. J'ai fait de l'argent. Je voulais juste me sortir de la pauvreté. Je suis une victime de mon environnement. Il n'y a aucune responsabilisation. Puis je justifie tout mon comportement. Plein de gens qui restent là-dedans. Bien sûr. Toute leur vie. Mais à partir du moment où tu acceptes de dire non, ce que j'ai fait, c'était inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable? Fait que là, il y a cette réflexion-là. Pourquoi moi, j'en suis arrivé à venir à croire que c'était acceptable? Comment je me suis désensibilisé à un point tel que causer la mort de quelqu'un, c'était quelque chose non seulement de normal, mais d'acceptable. Oui. Tu comprends? C'était pas quelque chose que j'avais honte. C'était pas quelque chose que je disais, non. J'en parlais pas parce que je voulais pas être condamné. Je savais qu'il y avait des conséquences légales. Ouais. Mais sinon,
Puis tu sais, je te dirais, moi, je l'ai vécu après avoir fait cette réflexion-là, puis je raconte l'histoire. Puis si tu racontes l'histoire à un bandit, à un gars qui est impliqué dans le crime, il va dire, mais c'est normal. Ce que t'as fait, c'est bien correct. That's the game, bro. Tu comprends? Les gens, mais on est des humains d'abord et avant tout. Fait que tant que t'arrives pas à te connecter toi-même à ton humanité... Bien sûr. Moi, je pense que, en tout cas, dans mon cas, ça passait par reconnaître les blessures que j'avais vécues. Tu sais, je pense que j'ai vécu des choses traumatiques qui ont fait en sorte que je me suis retrouvé perdu un petit peu. Mais il faut aller confronter ça. Il faut aller confronter les blessures de l'enfance. Tu sais, si tes parents, ils font des erreurs puis que toi, t'en subis les conséquences, comment est-ce que je réussis de passer à travers ça? Comment je m'y adapte? Comment j'accepte ce qui est ma responsabilité, ce qui n'est pas ma responsabilité? Tu comprends? Longtemps, j'ai eu la mort de ma mère sur la conscience. À un moment donné, j'ai eu à faire face à cette réalité-là que je ne suis pas responsable du suicide de ma mère. Là, tu sais. Fait il y a toute cette réalité-là. Puis là, ben, il y a une sensibilité qui se développe. Puis je pense que si tu es sensible, tu ne peux pas en arriver à commettre ce crime-là. Je pense que plus tu es sensible, moins tu es capable de commettre des crimes. Parce que je peux pas rentrer au dépanneur puis voler une barre de chocolat si je suis conscient que la personne en face de moi, c'est peut-être quelqu'un qui est immigré au Canada, qui a laissé sa terre d'accueil, qui travaille probablement 20 heures par jour, qui vit avec sa famille en arrière, puis moi, je vais y voler sa marge de profit juste en prenant une barre de chocolat. Quand j'ai cette réflexion-là, cette sensibilité à ce que cette personne-là vit, je peux pas justifier le geste. Si je pars de l'autre approche où je dis ben moi je suis une victime puis le gouvernement est contre moi puis on n'a pas d'argent, non. Fait que là je prends tout ce que je veux. Fait qu'il y a toute cette réflexion là. Après ça, comment on le communique? Je pense que souvent c'est ça qui est difficile dans le système correctionnel tel qu'il est actuellement. Souvent, tu dépends d'une seule personne. Tu as un agent de libération conditionnelle qui rédige des rapports à ton sujet. Cette personne-là, tu la rencontres une fois par mois pendant 1 heure. À quel point, tu sais, sans être prétentieux, mais j'ai des bonnes habiletés à verbaliser des concepts que je pense, des idées, tout ça. Fait que je suis capable de m'exprimer bien. Mais pour quelqu'un qui n'est pas capable, qui a des difficultés, des fois c'est le langage, des fois c'est juste cognitif. Tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas s'exprimer. Si tu n'es pas capable de l'exprimer, combien de temps de plus que tu fais? Tu sais, on parle de discrimination. Si culturellement, tu n'as pas la même approche au dialogue, puis que tu te retrouves, tu sais, je vais prendre l'exemple, tu sais, mais un jeune Haïtien, il se retrouve avec une Québécoise qui arrive du Lac-Saint-Jean. Je comprends. Culturellement, comment il s'exprime, c'est peut-être pas la même chose. Est-ce que ça veut dire que ces réflexions-là, il les fait pas non plus? Non. Mais quand il vient pour l'exprimer dans le cadre d'1 heure à une madame qui n'a aucun repère ou concept de où est-ce qu'il vient, il connecte pas. Puis quand elle écrit son rapport, elle dit ben non, il fait rien. Il comprend pas. Je vais faire la... Moi, je vais te laisser y aller. Je comprends qu'est-ce que tu dis à 100%. Mais là, c'est mon côté jugement qu'embarque. Good. Puis je suis comme... Mais qui t'avait envoyé? Tu comprends? Ah, c'est ma responsabilité. Exact. Pourquoi tu t'es mis dans cette foutue position-là? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, à un moment donné, je comprends ce que tu dis, tout le système québécois, puis tout ça, il y a des lacunes. Fine, je comprends. Mais pourquoi toi, tu t'en es mis dans cette position-là? Ah, mais ça... Tu la responsabilité m'incombe absolument. Je suis jamais une victime là-dedans. Tu comprends? Ça, c'est clair. Ma question, c'est, en tant que société, qu'est-ce qu'on choisit de faire de ces personnes-là? Si on accepte qu'il n'y a pas de deuxième chance, qu'il n'y a pas de rédemption, si on accepte de dire, bon, mais t'as fait quelque chose qui est inacceptable, ben après ça, on peut les condamner à mort. Si c'est le choix sociétal qu'on veut... Tu sais, en tant que chrétien, moi, je peux pas y arriver. En même temps, je parle un petit peu à travers mon chapeau parce que moi-même, j'ai appliqué ce jugement-là en tuant quelqu'un. C'est exact. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a un paradoxe là qui est clair. Oui, absolument. Maintenant, je suis pas la personne aujourd'hui que j'étais à cette époque-là. Je comprends. Puis pour moi, c'est ça le message. C'est de dire, si je te prends à ton pire moment quand tu avais 19, 20, 21 ans, puis que je décide que c'est ce qui va te définir pour le reste de ta vie, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct?
Après ça, moi, je peux pas avoir une réponse objective à Je suis ça. d'accord avec toi, mais ça reste qu'il y a un cheminement. Le gouvernement, je dis le gouvernement, n'a pas le choix d'être aussi sévère parce qu'il y a un cheminement qui doit se faire. Sinon, Claire. ça finirait plus. Tu as fini de faire ton crime, tu fais 10 ans, puis tu ressors. Tu comprends? C'est là la question de dire, est-ce que tous prisonniers qui ont eu leur peine ont fait ce cheminement-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, mais leur peine était de 10 ans, 5 ans, puis let's go, je t'ai laissé sortir, tu comprends? Mais là, c'est là où moi, j'ai un problème avec le système judiciaire et pénal. Parce que oui, effectivement, j'avais cette conversation-là hier. Mais si on m'avait dit à cette époque-là, il y a une date, puis à cette date-là, tu vas sortir. Tu sais, t'es haïtienne, boucher néo, bois de l'eau sentie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu passes à travers l'étape, puis tu dis, OK, c'est correct, j'endure, puis tantôt, ça va être correct. J'attends le jour qu'ils vont me laisser sortir. Tu fais pas de réflexion. Pas de réflexion. Mais la sentence vie, la perpétuité, te force à le faire, parce que sinon, tu sortiras jamais. La clé, c'est eux autres qui l'ont, puis ils décident s'ils vont même t'écouter pour voir s'ils vont ouvrir la porte. Comment on arrive, puis c'est là où je reviens un petit peu au problème que ce soit juste une personne qui soit responsable de tout ton dossier, l'agent de libération conditionnelle en institution. Mais s'il y avait un moyen de pallier à ça, moi, mes anciens chums vont être fâchés avec moi, mais moi, je serais beaucoup pour des sentences indéterminées. Puis dire, tu sais quoi, on va te regarder aller. Puis tant qu'on verra pas qu'il y a un cheminement, on te laisse pas sortir. Parce que la réalité actuelle, c'est qu'il y a un gars aujourd'hui à Donnacona qui est libéré, qui sort... Statistiquement, là, je sais pas c'est qui le gars, mais je veux dire, le gars, il était dans le trou, il s'est battu hier, il est dans le trou, mais sa sentence est finie, fait qu'il faut qu'il le laisse sortir aujourd'hui. Il y a personne dans l'institution qui pense que c'est une bonne idée. Mais la loi dit, ce gars-là, il faut qu'il sorte. Ça, oui, c'est problématique. Parce que là, tu laisses sortir quelqu'un qui est complètement dangereux. C'est ça. C'est quoi la solution? Parce que faut être conscient aussi de dire, si on donne des sentences indéterminées, puis on donne le pouvoir à une seule personne, c'est épeurant. Parce que si je te dis, le gars, il a vendu de la coke, je veux pas minimiser le crime, là, mais... Non, je t'entends ce que tu me dis. Tu comprends? Fait que comment on arrive à balancer la chose, je le sais pas. Mais moi, dans la mesure où on arriverait à balancer puis qu'il y aurait plus qu'une opinion qui compte, moi, je serais pour des sentences indéterminées. Puis tant qu'on n'est pas sûr que tu présentes pas un danger, on te laissera pas sortir. Ça, je serais pour ça. Absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années-là, tu t'es un peu pardonné du jeune adulte de 21 ans, 22 ans qui a fait ce crime-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as été capable de vivre avec? Ben, pour moi, tu sais, puis c'est là où la démarche chrétienne devient si importante, tu sais. Puis je pense que l'étape numéro 1, c'est de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Puis quand on le reconnaît comme notre Sauveur, ben on reconnaît qu'il est mort pour nos péchés. Ouais. Fait que si je reste pogné dans cette condamnation-là, j'ai pas reçu le don gratuit que Jésus a fait pour moi. Au début, ça a été vraiment ça. Je me suis accroché à ce que la parole disait que j'étais pardonné. Évidemment, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une famille qui continue d'être affectée parce que leur fils, leur frère, il est toujours pas là. Il y a des amis à qui il manque toujours. Ça, moi, je peux rien faire pour y remédier. Fait que cette partie-là qui est réelle, qui est tangible. Maintenant, est-ce que je porte ce fardeau-là de dire je suis un meurtrier puis je vis là-dedans? Fait que je suis très transparent puis je le partage aux gens parce que c'est un message que je veux donner, qu'il n'y a rien qui te sépare de l'amour de Dieu. Tu sais, quand je vais parler souvent à des groupes jeunesse ou des trucs comme ça, je dis, si vous avez fait pire que moi, je suis prêt à l'entendre, là, mais sinon, c'est quoi ton excuse, tu sais? Mais c'est ça, fait que je vis dans ce pardon-là qui a été écrit, tu sais, la Bible dit, alors qu'on était encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Avant même, tu sais, puis c'est là la beauté, c'est là où tu comprends, puis pour moi, là, le moment où j'ai vraiment compris l'amour de Dieu, c'est de dire... Il savait toutes mes fautes, puis il m'aimait quand même. J'ai pas besoin de prétendre que je suis un bon gars. J'ai pas besoin de dire « Ah non, mais tu sais, c'est à cause de... » Puis c'est à cause, tu sais. Je comprends. Non. J'ai fait des erreurs. Je les ai amenées au pied de la croix. La Bible dit que je suis pardonné. Je fais confiance à cette réalité-là. Oui. Et
là, parce que là, tu es sorti en 2021, c'est comme quasiment hier matin, là, et tout récemment. Ouais. Comment ça s'est passé le jour? OK, tu sors, t'as plus personne, plus d'amis, pas de famille, ça fait 18 ans que tu es en prison. Tu te ramasses où? Tu fais quoi? Je vais juste faire un petit recap. Le jour où j'ai accepté Jésus, le bénévole qui est venu prêcher s'appelait Danny Lorenzen. On a bâti une relation à travers les années, tout le long de mon incarcération. C'est lui qui est venu me chercher le jour où j'ai été libéré. Wow. Il m'a amené à la maison de transition. Puis je me souviendrai toujours, je suis arrivé. Il y a une émission qui s'appelle The Wire. Je ne sais pas si tu as déjà vu The Wire. Non, ça me dit rien. C'est une émission populaire américaine sur des vendeurs de drogue, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis il y avait une phrase là-dedans où ça disait « Tu fais juste 2 jours en prison. Le jour où tu rentres, puis le jour où tu sors. » Puis pendant que j'étais en prison, je trouvais que c'est la phrase la plus ridicule de tous les temps. Tu sais, tantôt, tu parlais des émissions qui ne reflètent pas la réalité. Je disais, celui qui a écrit ça, il n'a jamais connu la prison. C'est sûr, sûr. Puis le jour où je suis sorti, je suis arrivé dans ma chambre à la maison de transition. Donc, quand tu sors, ils te mettent en maison de transition. Une maison de transition, c'est un appartement. C'est un petit peu comme une prison, mais en communauté. Là, Fait qu'il y a des surveillants, il y a tout. Mais c'est une maison. Fait que tu as une chambre, une salle de bain, puis tu es là-dedans. Puis je suis arrivé, puis j'ai pris un moment pour remercier Dieu. T'sais. Puis juste pour me souvenir aussi à quel point j'avais voulu ça. Puis jamais de le prendre pour acquis. Je pense que souvent, on a des objectifs, on les atteint. Puis là, on oublie à quel point on est appréciatif de les avoir atteints, puis à quel point il faut les chérir. Oui. Puis je te dis, quand j'ai relevé la tête, j'étais sur la rue Notre-Dame dans l'Est, puis j'ai regardé par la fenêtre, puis c'était comme si les 18 ans étaient partis en fumée. T'es parti. C'était comme si j'avais été dehors la veille. Tu sais, après ça, bon, il y a eu quelques petites adaptations, mais même là, il y a une grâce. Tu sais, il faut que tu comprennes, je suis sorti, j'avais jamais vu un téléphone intelligent. Je suis rentré en prison, là, et j'avais un ami qui était revenu avec un Nokia qui prenait des photos en pixels, là, puis on disait « Wow, c'était fou », tu sais. J'avais jamais connu Internet comme c'est maintenant. Tu sais, toutes ces choses. Tu sais, moi, je me souviens de downloader une chanson toute la soirée, là. Wow. Tu comprends? Je comprends. Puis je commençais l'école 2 semaines plus tard. Puis Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé, tu sais, je fais la même blague tout le temps, mais j'avais Jésus puis j'avais Google. Je pouvais pas me perdre. Tu comprends? Chaque fois que j'avais une question, Google, how do you do this? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Puis à chaque, tu sais, il y a des trucs que j'ai faits qui, tu sais, les gens me regardaient des fois un petit peu bizarre parce que, bro, t'arrives de où? Tu sais, comme tu sors de quelle planète? Mais sinon, tout s'est bien passé. J'ai intégré l'université. J'ai fini ma première année avec un GPA de 3.3. Wow. 42 crédits en 1 an. Wow. Tu sais, comme je suis arrivé, puis Incroyable. comme je me suis pitché, puis je me suis... Encore là, j'ai toujours eu ce don-là académiquement. Ça fonctionne bien, tu sais. Puis je me suis investi dans mon église. Fait qu'il y a eu une période, je te dirais, les 6, 8, 10, peut-être même la première année, beaucoup de solitude. Parce que le choix que tu as à faire, c'est être seul ou aller vers tes anciennes fréquentations. Puis c'est là où c'est difficile, parce que tu es seul. Puis je pense que l'être humain a horreur de la solitude. Puis il est prêt à faire à peu près n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui motive souvent les jeunes à faire toutes sortes de choses bizarres, parce que tu veux juste appartenir à un groupe. Un groupe. Mais dans cette solitude-là, il y a eu de l'espace pour que des gens viennent. Puis je vais à une église, Good News Chapel, où j'ai été accueilli, puis où j'ai commencé à aller du pénitencier. J'avais des sorties pendant que j'étais encore au pénitencier. Fait que je savais quelle église j'allais quand je sortais. J'avais un point d'ancrage, puis c'était l'église. Wow. Et puis, Dani, son épouse, Carmen, ont été super fidèles tout le long. Dani venait me chercher pendant que j'étais à la transition, là, chaque dimanche matin pour m'amener à l'église. Il me ramenait chez lui. On allait manger avec sa famille, sa fille, ses petits-enfants. Je suis devenu un fils. Tu sais, puis pour moi, ça, c'est un des beaux miracles. Tu sais, j'avais toujours rêvé d'une famille, même quand j'étais jeune puis que mes parents étaient en vie. Puis en vieillissant, ben je m'étais dit, OK, j'aurai une famille. Moi, je me marierai puis j'aurai des enfants. Puis c'est là où Dieu fait des miracles au-delà de ce qu'on peut espérer, mais il m'a donné des parents. Il a fait de moi un fils. À nouveau, ou peut-être même pour la première fois dans une certaine mesure, tu sais. Fait que
j'ai appris des choses, je vis des choses qui sont comme exceptionnelles, puis leur support m'a permis d'avancer puis de progresser. Bien sûr. Ouais. Et là, c'est quoi tes objectifs ou tes souhaits pour les prochaines années? Je sais que tu as une entreprise, Ouais. on en parlait en introduction, de gestion de contenu. Tu fais pour des entrepreneurs qui veulent se mettre en ligne puis avoir une présence. Mais hormis ça, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux te marier? Clairement, je veux me marier. J'ai une copine présentement. Super. On parle du mariage. Fait que ça... Petite parenthèse. Oui. La fréquentation que tu as présentement, Ouais. je dis fréquentation, mais je veux dire ta conjointe, est-ce que comment que ça a été, par curiosité, quand tu lui as parlé de ton parcours, cheminement, passé, comment qu'elle a pris ça? Très bien. Oui. C'est un petit peu surprenant, un petit peu la réaction, parce que, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'église, j'ai partagé mon témoignage. Donc, les gens connaissent mon historique. J'étais encore en prison. Fait que les gens, pour une raison ou pour une autre, elle le connaissait pas. Puis je me souviens, à notre première date, elle me dit, mais comment ça se fait que t'es encore célibataire? Tu sais, comme, t'es pas laid, t'aimes Dieu, t'es fonctionnel. Tu sais, comme... Elle me regarde, puis elle dit, comment ça se fait que t'es encore célibataire, tu sais? Je lui explique. À la première date? Première date. Mais je suis très transparent. Je suis très transparent. Puis je lui ai raconté. Puis j'ai dit, voici ce qui s'est passé. Puis tu sais, ce qu'il y a de bien en même temps, c'est que les chrétiens, ben si tu crois à la Bible, tu crois à la Bible. Ouais. Puis Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit que tu es une nouvelle création en Christ quand tu viens à lui. Fait que ce qui était passé est passé, puis ça n'existe plus, tu sais. Après ça, comment ça s'actualise? Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Quand je suis allé rencontrer ses parents, un petit peu plus difficile. C'est normal. Oui, je comprends. Mais moi aussi. Ouais. Tu sais, même dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, si ma fille m'arrive dans 20 ans, dans 25 ans peut-être plus, avec un gars qui sort du pénitencier, je vais avoir beaucoup de questions à lui poser à ce gars-là. Je vais vouloir avoir une conversation, on parlait de réflexion. Bien sûr. Je vais vouloir voir à quel point la réflexion elle a été faite, puis comment le changement est sincère. À qui j'ai affaire. Oui. Absolument. Fait que ça, moi, je le comprends, puis je me sens jamais offensé. Puis j'accepte pleinement aussi qu'il y a des gens qui disent... Tu sais, je m'affiche sur les réseaux sociaux, là, tu sais, puis tu le regardes dans les commentaires, puis il y a du monde qui disent « Tu mérites de mourir, puis t'aurais jamais dû survivre. » Ils n'ont pas tort. Mais ça te fait quoi d'entendre ça? Ils n'ont pas tort. Ils ont absolument raison. Je pourrais pas, en bonne conscience, être contre leur position parce que c'est ce que j'ai fait vivre à quelqu'un. Tu sais, ce jugement-là, je l'ai appliqué. Fait que je l'ai fait, puis je l'ai appliqué à Sonny. C'est le nom du gars que j'ai tué. Mais c'est ça que j'ai fait. Il a fait quelque chose que j'ai jugé inacceptable, puis j'ai choisi de lui imposer une sentence de mort. Fait que si quelqu'un a cette position-là par rapport à moi, je peux pas dire... Maintenant, c'est pas mes valeurs, puis je pense que c'est pas la bonne solution. Mais si cette personne-là pense ça, c'est sa prérogative, puis je pourrais jamais Bien sûr. dire, ben voyons donc, tu sors de où? Non. Puis n'importe qui, tu sais... C'est drôle, quand j'étais à l'université, parce que j'ai quitté l'université, mais j'étais beaucoup impliqué dans DEI, donc diversité, équité et inclusion. Puis tu sais, on parle de ça, la diversité, l'équité, l'inclusion, puis on pense souvent à la race, là, j'ai pas de meilleur terme, là, mais les origines ethniques, mettons, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, ces choses-là. Puis on dit, l'inclusion, ça devrait refléter la société dans laquelle on vit. Ouais. La réalité, c'est qu'à peu près 10% de la population a un dossier criminel. Mais pourtant, on continue à systématiser. Le gouvernement donne des moyens aux entreprises pour systématiser la discrimination envers cette minorité-là. Maintenant, il y a une responsabilité. Je ne sais pas m'ériger en victime là-dedans. Mais si on accepte que le système de justice est là puis qu'il fonctionne, puis s'il ne fonctionne pas, bien qu'on le change. Mais si on accepte qu'il fonctionne, ben alors on doit accepter que quand les gens ils sortent, il faut leur donner des opportunités aussi, tu sais. Oui, mais là, tu vois, là, je suis un peu mitigée par rapport à ce que tu dis. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant d'être courtière immobilière, j'étais éducatrice à la petite enfance. Okay. D'accord? Donc, avec des enfants qui sont vulnérables. Demain matin, tu veux être éducatrice à la petite enfance, automatiquement, il y a une enquête
judiciaire qui est fait, puis on regarde ton pedigree. C'est tout à fait normal. Que j'ai été en prison puis que je me suis repentie, est-ce que toi, tu serais confortable à dire, ben, cette personne a eu à sa peine, il a été repenti, il a fait son cheminement comme toi, et là, je vais le mettre à l'affût de peut-être des gens qui sont vulnérables, des enfants. Est-ce que tu serais à l'aise avec ça? Je voudrais savoir c'est quel crime que cette personne-là a commis. Je pense que c'est là où ça devient pertinent beaucoup plus, puis c'est de savoir est-ce qu'il y a une corrélation. Donc, si tu me dis qu'il a commis des crimes à caractère sexuel ou des trucs qui ont affecté, des trucs comme ça avec des enfants, non. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas de misère avec ça. Je pense que c'est juste logique puis simple. Ouais. Mais si tu me dis la personne a volé un dépanneur quand elle avait 18 ans... Je comprends. Non, je pense pas que c'est pertinent. Je comprends. Dans la mesure... Est-ce qu'il faut que ça se passe demain? Tu sais, j'ai été libéré mardi, puis mercredi, tu me donnes une job? Non. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a quand même des périodes d'adaptation. Il y a une façon de démontrer la crédibilité. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui pètent des ballons, sont dangereux sur les routes, puis qu'est-ce qu'on fait? On leur redonne leur permis après un certain temps. On leur donne le breathalyzer. Il y a des moyens de réintégrer les gens. Il y a des moyens d'être raisonnable sans juste tirer des grands traits. Il y a des nuances. Comment on applique ces nuances-là? Je ne vais pas prétendre que j'ai toutes les solutions puis toutes les réponses, tu sais. Mais oui, je pense que c'est important. Puis peut-être qu'il y a des endroits où, justement... C'est trop loin. Oui, c'est trop, tu sais. Puis dire les enfants, j'ai pas de misère avec ça. Tu sais, je vais donner un exemple à mon église. Pour tous les ministères dans lesquels je suis impliqué, je suis jamais impliqué avec les enfants ou avec les jeunes. Puis c'est tout. Pour moi, je me pose jamais la question par rapport à ça. Je comprends absolument qu'il y a des préoccupations qui sont pas spécifiques à moi, mais qui sont juste, tu sais, actuarielles, de dire je peux pas mettre ce gars-là là. Parce que si ça tourne mal, j'ai aucune position pour dire ben j'y ai donné une... Non. C'est exact. Non. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable aussi, tu sais. Mais de dire que je vais pas t'engager parce que tu as fait... S'il n'y a pas de corrélation, tu sais, puis je reviens à... Je vais faire comme un... Je vais boucler la boucle, si tu veux, avec l'exemple du début de ton jeune qui voulait 35 000. Si tu es capable de structurer une entreprise comme ça, sans éducation formelle, puis que tu vas en prison, puis que tu fais cette éducation formelle-là, mais je te dirais, moi, personnellement, moi, je vais t'engager. Parce que c'est sûr que tu arrives, tu vas fonctionner, tu sais comment opérer, tu sais comment mettre en place une équipe, tu sais comment faire de la gestion. Moi, j'étais allé à l'université, je te dis, j'ai fait la moitié d'un bac en commerce. Je te dirais pas que j'ai rien appris, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai beaucoup plus appris les termes de choses que je savais déjà. Parce que c'est des choses que j'appliquais sans éducation à 16-17 ans. C'est quoi ma marge de profit? Est-ce que je préfère être dans les marges ou dans le volume? Comment je peux structurer une équipe? Comment je délègue des tâches? Toutes ces choses-là, il y a des habilités chez ces souvent jeunes hommes-là de dire OK, comment on peut les refocuser? Bien sûr, ailleurs. Ben oui. Puis je pense que nous, on se prive de la même façon. Puis c'est toujours ça. On se prive en tant que société en disant, ben non, ces gens-là, on les garde toujours à l'écart. Puis là, ils retournent faire la même chose. Après ça, toi aussi, tu as une part qui doit t'appartenir. Mais moi, je pense que si tu me dis un gars, là, il y avait un réseau de 12 vendeurs de drogue qui générait 1,5 million par année, puis qui a fait sa peine, puis qui est sorti, il a fait un DEC en administration ou il a fait un cours... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. Moi, je vais... Appelle-moi, j'ai une job pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je pense que c'est ça, puis c'est juste de rester ouvert, dans le fond. C'est plus ça. Mais à ce moment-là, toi, t'as fait comment face à ça pour que lorsque tu es sorti de prison, de trouver un emploi? Est-ce que tu t'es mis tout de suite dans l'entrepreneuriat? Comment que ça a été tes affaires? Comment que tu as setupé tes trucs? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Je te dis... Fait qu'après avoir complété ma première année à l'université, mon major, c'était finance. OK. Finance à Concordia, c'est un grinder. Là. C'est fait pour te démolir. J'ai fini le cours Introduction à la finance avec un C+. J'avais la 8e meilleure note sur plus que 100 étudiants. Oh my God. Ils ont baissé... Tu sais, des fois, ils curvent, fait qu'ils vont remonter les notes de tout le monde. Eux, ils ont juste baissé la note de passage à 40%. Oh my God. C'est de la folie. Puis je suis investi dans les résultats. Pour moi, c'est important d'avoir des bonnes notes. Fait que ça l'a amené une réflexion profonde de dire
est-ce que je veux continuer là-dedans? Est-ce que je veux me faire vivre une autre année, parce que j'avais l'intention de graduer l'année d'après, mais est-ce que j'ai le goût de vivre une autre année où je donne tous les efforts que je peux, puis je finis avec 52%, puis il faut que je sois content de ça? Ben ouais. Ou, si je m'en vais en marketing, le marketing, ça a toujours été facile pour moi, puis tous les cours de marketing que j'ai faits à ma première année, j'avais des A sans faire trop d'efforts. Tu sais, Wow. fait que pour 10 heures de travail pour un C+, je faisais 2 heures de travail pour un A en marketing, tu sais. Fait que t'es rentré en marketing. Je l'ai mis en prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je devrais faire que tu vas bénir. J'ai jeûné, puis j'ai dit, donne-moi un rêve dont je vais me souvenir le lendemain matin. Puis il m'a donné un rêve, puis le rêve était clair, puis ça disait, si l'Église t'appelle, sois prêt. Puis je me souviens, je me suis réveillé, puis j'ai dit, puis je suis pas un gars, tu sais, il y a du monde qui font des rêves tous les jours, ils ont toujours une soirée, je fais jamais de rêve. Pour de vrai, je me souviens pas de mes rêves, j'ai pas... Mais le jour, là, j'ai dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que je voulais du tout. Marc, tu sais, crème glacée au chocolat ou à la vanille? C'est ça. Il me dit gâteau. Je dis non, c'était pas dans les choix que... C'est ça. Mais c'était tellement clair. Mon église a un programme de préparation pour le ministère, donc un cours de 2 ans qu'on donne, GNU. Fait que j'ai dit, je vais aller voir. S'ils me prennent, ça va être ma réponse. S'ils me prennent pas, ben, j'aurai bonne conscience. Au moins, j'aurai fait ce que j'ai à faire. Puis je suis allé. Puis, écoute, je me souviens, il pleuvait. Puis je pleurais dans la pluie. Là. Tu sais, c'était comme, c'était pathétique, mon affaire. Puis je voulais pas y aller, mais la réponse était tellement claire. Le jour où j'ai... Tu sais, c'est pas un rêve. C'est pas que j'ai eu le rêve la semaine d'après. J'ai demandé un rêve, il m'a donné le rêve, clairement. Fait que je suis allé, ils m'ont accepté. Fait que j'ai commencé mes cours. Fait que j'ai complété ma première année l'année dernière, en juin cette année. Là, je suis en train de faire la 2e année, ce qui est miraculeux. Fait que là, je n'étais plus éligible au prêt et bourse. Fallait que je me trouve une job. Je me suis fait offrir une job de comptabilité dans un magasin de céramique. OK. J'avais des... Tu sais, fait que la comptabilité, c'est la base dans le commerce. Tu sais, il faut que tu sois capable... Fait que c'est les cours du tronc commun que tu fais en premier, dans le fond. Je comprends. Dans ton bac. Fait que j'avais des connaissances suffisantes pour faire un travail de comptabilité basic. Fait que je me suis retrouvé avec une job de comptabilité qui m'a permis de pourvoir à mes besoins puis d'aller à l'école à temps partiel, un boss incroyable qui adaptait mon horaire à mes cours, qui me permettait... Et est-ce qu'il connaît ton... Absolument. Il connaissait mon parcours, puis... Puis t'as pris les bras ouverts. Oui, il m'a donné une chance. C'est génial. C'est un chrétien. Il vient à mon église. Mais, tu sais, la foi, il faut qu'elle s'applique. Bien sûr. Tu sais? Bien sûr. Fait qu'il m'a pris... Puis cet été, j'ai un ami, Raphaël Boucher, qui avait une agence, l'agence Visio. Puis lui, il a senti l'appel de Dieu sur sa vie. Puis il a décidé de mettre de côté son agence. Puis là, il cherchait qui pourrait s'occuper de l'agence puis bien fournir des services à mes clients. Qui est-ce qui serait capable de faire ça? Puis il a eu à cœur de me donner son agence. Wow. Fait qu'il m'a donné son agence, sa liste de clients. Je me suis associé avec un gars qui s'appelle Maxime Giguère, un gars de Québec. Puis on a ouvert, dans le fond, l'agence Giguère Influence, AGI, à Montréal. On a ouvert un bureau à Montréal. Puis on a fait ça pendant 4 mois. Puis récemment, ce qu'on a fait, on a comme splitté. Maxime voulait plus se concentrer sur les activités à Québec. Puis nous, on voulait se concentrer plus à Montréal. Fait que j'ai pris un gars qui était un de ses employés, qui est aussi un chrétien que je connais. Puis on a décidé de rebrander un petit peu notre agence, Trompette Média. Et puis là, je me suis retrouvé un petit peu... Puis moi, c'est ça qui est beau, c'est que si tu m'avais dit l'année passée, quand j'ai fait cette prière-là, si tu m'avais dit l'année prochaine, tu vas avoir une business où tu peux être créatif, où tu es en contact avec toutes sortes de différents entrepreneurs, où tu gagnes bien ta vie, puis tu es propriétaire de l'entreprise, Exact. j'aurais dit, ben oui, je signe. Let's go, peu importe qu'est-ce que ça prend. Puis dans ma tête à moi, dans ma perception humaine, il fallait que j'aille à l'école de commerce. Oui. Pourtant, Dieu avait un autre plan. Un autre. Tu sais, fait que j'ai pas eu à me battre pour rien. Tout est arrivé, je suis resté fidèle, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas poussé, j'ai pas tiré. Je travaille fort, tu sais, je fais toujours les efforts. Mais Dieu a vraiment frayé un chemin pour moi, puis tout a été super bien, dans le fond. Wow.
C'est incroyable. Puis, tu sais, ces belles opportunités-là que tu as eues, on le sait entre toi et moi, c'est parce que tu as rentré Dieu dans ta vie, sinon ça ne serait jamais arrivé. La réalité, c'est ça. Et de voir que ça a tellement un impact, et les gens ne s'en rendent pas compte sur notre vie d'être croyant, et ça va au-delà de notre propre vie, c'est dans qu'est-ce qu'on peut accomplir, puis dans qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres aussi également, tu sais. Et c'est ce que je trouve dommage avec tous les gens dans ta situation, dans le passé, qui avaient eu un crime, ça aurait été bien qu'ils puissent se repentir puis d'aller dans cette voie-là, parce que même pour eux, ça aurait été tellement bénéfique. Mais malheureusement, des fois, les gens sont tellement focus dans leur cocon, puis c'est comme « Ah non, moi, je veux pas aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. » Puis toi, tu as voulu le faire, ce pas-là, parce que Dieu, tu connaissais pas Dieu avant ça. Zéro. J'ai grandi dans un environnement athée, mais en même temps... Tu sais, on parlait du Québec. On est une société laïque où, justement, on peut pas parler de Dieu. C'est vrai. Tu comprends? Puis moi, je dis, le meilleur moyen... Écoute, tu sais, le programme qui m'amenait à l'église alors que j'étais en prison existe toujours. Hier, à mon église, il y avait 4 gars qui sont venus du pénitencier, qui sont venus avec nous dans l'assemblée, louer le Seigneur. Si on offre des opportunités aux gens de connaître Jésus. Il n'y a rien de mieux pour réhabiliter les gens. J'ai un ami qui travaille avec les jeunes à Cité des Prairies, puis on lui dit toujours, tu peux pas parler de Jésus. Tu comprends? Pour moi, tu sais, tu me demandais c'est quoi mes projets futurs? C'est ça. Je pense que le Québec est mûr puis a soif. Je pense qu'il y a une historique avec l'Église catholique qui a fait en sorte de séparer beaucoup de gens. Mais les gens ont soif de réponses. Je pense que COVID a amplifié cette réalisation-là de dire ce en quoi on s'est investi dans le monde, ça donne pas les réponses qu'on recherche nécessairement. Exactement. Il y a plus que juste le tangible. Dieu est la réponse. Puis moi, je crois à un réveil spirituel, puis je vais travailler là-dessus. Tu sais, je partage mon témoignage. Je suis ici aujourd'hui pour ça. Parce qu'il faut que les gens entendent parler de Jésus. Il faut que les gens ouvrent leur cœur, puis il faut changer la perception de ce que c'est aussi d'une vie chrétienne. Les gens ont cette perception-là qu'il faut que tu fasses quelque chose. C'est un don gratuit. Puis c'est de recevoir ce don gratuit-là, cet amour-là inconditionnel qui change une personne. On dit toujours aux gens « change », puis après ça, Dieu va t'aimer. Ça, c'est la religion, tu sais. Ça sépare les gens de Dieu. On les garde à l'écart. Puis là, la personne... On revient au même exemple, tu sais. Le gars qui dit « je vais vendre de la drogue jusqu'à temps que j'ai assez d'argent pour ouvrir mon car wash, mon barbershop ». C'est la même personne qui dit « je vais replacer ma vie, puis quand je vais avoir replacé ma vie, là, je vais venir à l'église. La réalité, c'est « venez à l'église. Venez à l'église. Trouvez-vous une église où la parole est prêchée, où il y a n'importe quoi qui est dit, mais lisez la Bible. Envoyez-moi un DMs. Mais tu sais, communiquez. Trouvez des gens... Parce que c'est ça la solution. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Puis de marcher avec lui, ça apporte une paix incomparable parce que tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu remets tout à Dieu, puis il est fidèle de toujours faire un chemin pour nous, tu sais. Moi, j'ai commencé à retourner à l'église parce que j'avais arrêté, c'était du gros n'importe quoi dans les églises où ce que j'allais, là. Et là, je suis tombée, il n'y a pas si longtemps, sur une église essentielle. Oui! J'ai l'un de mes amis, j'ai plusieurs amis à moi qui vont là. Puis je me dis, OK, je vais leur donner une chance. C'est peut-être différent de ce que j'avais connu. Je vais là, je tombe en amour avec l'église. Je tombe en amour avec le pasteur Georges, qui est un homme formidable, avec lui aussi un gros vécu, un gros bagage. Et je pense que c'est ça qui fait la réussite de Essentiel, c'est que le pasteur, il est comme un peu comme vous. Tu viens tant que tu veux, etc. Il n'y a aucune pression. Et le vécu qu'il amène fait toute la différence. Tu sais, lui aussi, c'est un monsieur qui ne l'a pas eu nécessairement facile, etc. Et c'est à ce moment-là j'ai fait « OK, wow! Ça existe des églises où ce que tout le monde est sur le même pied d'égalité, que les gens qui ont fait des choses qui allaient moins bien dans leur vie peuvent venir puis se libérer. Et au-delà de ça, on sent que il y a vraiment un impact. Parce que des fois, tu vas dans les églises et la réalité est celle-ci, pour pas généraliser, mais tu sens que tu n'es pas à ta place.
Tu comprends? Tu sens que tu es regardé de haut et de trouver une église où ce que tu peux t'exprimer, tu peux lâcher lousse, puis que tu sens que tu es à ta place. Pour moi, ça a été un game changer. Là, je pourrais Gloire à dire. Dieu. Moi, je suis contente. J'ai un gars que j'ai rencontré qui va à Essentiel, Yang. Oui, c'est un courtier immobilier aussi. Oui, exactement. C'est exact, oui. Je suis jamais allé, mais je vais aller, je vais venir faire un tour. Ah, c'est génial, au Mais, centre-ville de Montréal. oui, ouais. c'est ça. Mais puis il y en a plein de belles églises. Tu sais, le mensonge, c'est que les gens au Québec, ils n'ont pas la foi. Ouais. Mais tu te promènes, puis tu parles aux gens, puis il y a une église là, il y a une église là, il y a une église là. Tu sais, nous, on vient d'ouvrir un nouveau sanctuaire, il y a 750 de capacité. Wow. On est 600 membres. Wow, c'est génial. Tu comprends ce que je veux dire? On a un groupe jeunesse les vendredis. Il y a 80, 100 personnes à chaque semaine. Les jeunes sont là, tu sais, 18, 30 ans. Des jeunes adultes qui aiment le Seigneur, où la Bible est prêchée. Puis si on revient à la Bible, je pense que c'est là où les gens, tu sais, les églises se perdent. C'est quand une personne veut avoir une doctrine ou une idée, puis moi, je pense que c'est... Non! Qu'est-ce que la Bible enseigne? Puis le message est indéniable. Ouais. Il change des vies. Puis il le fait quotidiennement. Notre pasteur disait récemment, puis il disait, si tu viens à la Bible, puis que tu lis quelque chose qui fait pas ton affaire ou avec lequel tu n'es pas d'accord, ben change ta perception. Plutôt que d'essayer de faire la Bible dire ce que tu veux qu'elle dise. Tu comprends? Parce que la parole de Dieu est pure, puis elle fonctionne, puis ça marche. On a juste à se fier à lui, puis à ses promesses, puis il les accomplit. Fait que... C'est incroyable. Tu viendras faire un tour à GNC, puis je viendrai faire un tour à Essentiel. Bien sûr, absolument. Let's go. Certainement. Dis-moi, où est-ce que les gens peuvent te contacter, que ce soit pour ton entreprise ou s'ils souhaitent venir à ton église? Comment qu'on peut faire pour te contacter? Good News Chapel, 5845 Couture, au coin de la Cordaire. Donc, on a des services le dimanche matin à 10h30, puis les vendredis soirs à 7h30. Oh. Trompette Média, vous pouvez nous trouver en ligne sur Instagram, Trompette Média en un mot. Moi, c'est Manny Sedso sur Instagram, Manny.Sedso sur TikTok. Puis mon nom, c'est Emmanuel Ouellette. Donc, vous pouvez me chercher. Je suis toujours avec le même nom partout. Si les gens me cherchent, je suis disponible. C'est génial. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir tenté là, la tempête de neige pour te joindre à moi. J'apprécie. Puis pour vrai, là, je le dis devant tout le monde qui va m'écouter, je pense que... c'est l'un de mes meilleurs podcasts. Merci. Wow. Vraiment. Bel oui, honneur. absolument. Parce que ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses, un peu de la conception de la prison, comment les choses fonctionnent. Puis je te cacherai pas que moi, j'avais mes propres jugements. La réalité, c'est ça. C'est que j'avais des jugements préconçus de la même manière que mon ami est en prison présentement. Ben, c'est 100%. Moi, dans ma tête, c'est 100% ta faute. Tu mérites 100% d'être là, tu sais. Oui. J'avais comme pas de pitié, si je pourrais dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé, juste en t'écoutant, à cheminer moi-même sur comment que je vois le système de prison, comment que je vois les choses. Puis j'ai vraiment apprécié ça, puis je suis certaine que les gens qui vont l'écouter vont l'apprécier aussi. Merci, Marshall. Merci.